6 milliards de caméras nous observent. Dans la rue, sur nos lieux de travail, dans nos maisons. Elles capturent des images qui semblent impossibles. Ça défie les lois de la physique. Oh, c'est hallucinant. Des experts procèdent à des analyses approfondies de ces phénomènes inhabituels. Je veux comprendre ce que je vois. Il doit y avoir une explication. Qu'est-ce qu'il se passe? Dans cet épisode, attaque-t-on les États-Unis depuis l'espace? Vous voyez cette lumière étrange? C'est comme dans Independence Day. Un faisceau lumineux qui arrive du ciel et une explosion. Une force invisible plaque au sol une jeune fille. Et boum! Elle est comme frappée par une force surnaturelle. Et une tranche de viande toujours vivante dans l'assiette. On dirait vraiment un film d'horreur. À leur place, je me serais enfui. Des phénomènes bizarres. Des mystères filmés. Ça, c'est de l'explosion. Que se cache-t-il derrière ces étranges évidences? Tout de suite, au beau milieu de la nuit, une ville américaine est victime d'une panne d'électricité. Il y a eu une coupure de courant. Puis une explosion. Et des caméras réussissent à filmer un faisceau lumineux semblant venir du ciel. Ça défie toute logique. De l'énergie émane du ciel. On aurait dit un attentat. On pourrait redouter qu'il s'agisse là d'une nouvelle arme de destruction massive tirée depuis l'espace. Ça ressemble beaucoup à Armageddon. Escanaba, sur les rives du lac Michigan. Une ville portuaire tranquille de 12 000 habitants. Ses plages de sable et son port attirent chaque année des milliers de touristes et de pêcheurs. 2 février 2015, tard dans la soirée. Tandis que le soleil se couche, les habitants se reposent chez eux. L'un d'entre eux, l'artiste Kate Oman, s'apprête à aller se coucher. J'allais me mettre au lit, j'étais seule chez moi. Soudain, c'est le noir complet. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une coupure de courant. Un énorme faisceau de lumière vient illuminer le ciel. On voit des couleurs très étranges. Je me suis dit que c'était peut-être un éclair, mais je n'avais pas entendu le tonnerre et il ne pleuvait pas. Il ne se passait rien. Kate Oman va mener l'enquête dehors. Elle voit alors quelque chose. Vous voyez cette lumière étrange? Ce gros faisceau lumineux? Je ne sais pas ce qui se passe. Escanaba est plongée dans l'obscurité. La ville n'est éclairée que par ce faisceau de lumière aveuglant pointant à l'horizon et par une explosion dévastatrice au niveau du sol. Ce phénomène attire la curiosité des scientifiques. Cette vidéo possède toutes les caractéristiques principales d'un film de science-fiction. On a les faisceaux de lumière, les explosions et les gens qui s'affolent autour. C'est trop bizarre. C'est vraiment effrayant. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir. Sur place, Kate Oman se dirige vers la lumière aveuglante et tandis qu'elle se rapproche, La vache. elle remarque que la centrale électrique de la ville est située juste sous le faisceau. Regardez-moi ça. La centrale électrique a explosé. Elle brûlait. Kate Oman continue de filmer tout en essayant de comprendre pourquoi la centrale est en train de brûler et si c'est à cause du faisceau lumineux au-dessus. Elle cherche une explication possible. J'ai cru à des extraterrestres. C'est un véritable cauchemar semblant tout droit sorti d'un film de science-fiction hollywoodien. Ça ressemble au film Independence Day. Un faisceau de lumière qui descend du ciel et des choses qui explosent. Forcément, on essaye de distinguer la trace d'un vaisseau dans le ciel. La vidéo est envoyée à Daniel Davis, ancien lieutenant-colonel de l'armée américaine. Pour lui, ça pourrait être une arme de destruction massive tirée depuis l'espace.
Même si on dirait un peu de la science-fiction, dans les années 80, on a lancé ce qu'on a appelé l'initiative de défense stratégique, l'IDS, ou encore Programme Star Wars. On a voulu fabriquer des armes laser, soit dans l'air, soit dans l'espace. Grâce à d'anciens documents classés secrets, on apprend que lorsque les États-Unis ont lancé la course à l'armement spatial, d'autres grandes puissances ont suivi. Toutes les grandes puissances ont lancé des programmes pour essayer de militariser l'espace. La Chine et la Russie en particulier font de la recherche et du développement pour mettre au point ces armes-là. De nouveaux indices laissent à penser que la Russie dispose déjà d'armes spatiales opérationnelles. En août 2018, le département d'État américain a exprimé son inquiétude concernant un objet russe en orbite au comportement anormal. Il a décrit comme très troublant les mouvements de l'appareil. La Russie a démenti en parlant d'accusations calomnieuses, mais pour beaucoup, il peut s'agir d'une arme déguisée en orbite autour de la Terre. Une menace potentielle pour la domination militaire américaine. Le pays qui réussira le premier à déployer en orbite une arme spatiale parfaitement opérationnelle aura un avantage certain dans de futurs conflits. Pour Carlo Muñoz, derrière ce faisceau se cache peut-être une armée ennemie démontrant sa capacité spatiale laser à attaquer le centre des États-Unis. Dans le pire des cas, ce qu'on voit là est un satellite armé opérationnel en train de détruire un réseau électrique. Une menace mortelle venue du ciel. Le journaliste scientifique Joe Papalardo envisage cette possibilité terrifiante. Si on était dans James Bond, ça pourrait être une idée du méchant de placer un satellite en orbite avec un laser assez puissant pour frapper tout ce qui se trouve sous lui. À la recherche d'un potentiel laser venu de l'espace, Joe Papalardo examine le réseau de surveillance spatiale, un système capable de suivre les dizaines de milliers d'appareils en orbite autour de la Terre. Mais il ne repère aucun signe de satellite tueur au-dessus d'Escanaba ce jour-là. Il est difficile de cacher un appareil en orbite, surtout s'il est gros et s'il émet des rayons laser en direction de la Terre. Ce n'est pas une hypothèse probante. Ces images interpellent la géoscientifique Cyan Proctor. Un scientifique cherche toujours à savoir ce qui se passe. Il y a forcément une explication. Le faisceau est plus intense quand il est proche du sol. Cyan Proctor pense donc qu'il n'émane pas du ciel. Il prend sa source dans le brasier. C'est sans doute une source de chaleur à la surface de la Terre. Aucun faisceau semblable à l'explosion d'Escanaba n'est apparu lors d'incendies survenus sur d'autres centrales électriques. Cyan Proctor soupçonne alors un autre ingrédient explosif de l'incendie d'avoir fait naître le faisceau de lumière. Je ne sais pas ce qui a bien pu... Cet été, Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour un peu d'action? vivez d'adrénaline et d'intrigue. Accrochez-vous! Votre cinéma, dès le 22 juin, 22h, à Canal D. Une coupure de courant, une explosion et un étrange faisceau de lumière éclairant le ciel sur des centaines de mètres dans une centrale électrique en feu à Escanaba dans le Michigan. Si j'avais habité à Escanaba, j'aurais été terrifiée. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? La géoscientifique Cyan Proctor enquête dans les environs à la recherche d'indices potentiels. Elle découvre qu'un chantier naval est situé juste à côté de la centrale électrique. Cela lui fait dire que le faisceau a pu être causé par un métal hautement dangereux, présent sur les bateaux, le magnésium. Cyan Proctor veut tester son hypothèse. Je suis prête. Je vais d'abord poser le magnésium. Allez, on allume. Quand on verse de l'eau sur un feu de magnésium, la chaleur est si intense que ça sépare les molécules d'eau en hydrogène et en oxygène. Regardez. L'hydrogène est hautement inflammable et l'oxygène nourrit le feu. Voilà pourquoi c'est dangereux de verser de l'eau sur un feu de magnésium. Car ça avive les flammes. Cyan Proctor analyse la réaction au ralenti pour la comparer au faisceau d'Escanaba.
On peut voir effectivement que le magnésium crée une lumière ardente montant au-dessus du feu, mais il n'est pas aussi net et constant que le faisceau au-dessus d'Escanaba. Il ressort de cette expérience que le magnésium et l'eau produisent un feu très lumineux. Cependant, cela ne fait pas naître cette belle colonne de lumière que l'on voit sur la vidéo. Les images sont envoyées au météorologue Chris Walczek. Il fait surtout attention aux conditions météo entourant le faisceau et se demande s'il pourrait y avoir une explication naturelle au phénomène. Chris remarque que les nuages paraissent très bas dans le ciel. Pour lui, le faisceau est peut-être la conséquence d'un épisode météorologique particulier focalisé sur la lumière de la centrale électrique. Quand il neige, mais pas trop fort, et qu'on observe par exemple les réverbères dans la rue, on voit se dessiner un faisceau lumineux à partir du réverbère. Ce phénomène étrange s'appelle une colonne lumineuse. Ces colonnes se forment dès qu'il fait très froid et qu'il y a des flocons de neige très lumineux qui agissent comme des miroirs. En passant devant la lumière, ils la réfléchissent et ça crée une colonne lumineuse parfaite. Chris Bell, spécialiste des conditions météo extrêmes, découvre des indices étayant sa théorie dans les relevés météo de la région. Ce sont les relevés du Michigan mi-février. Les températures sont négatives et il y a aussi un peu de brume. On trouve donc toutes les conditions nécessaires à la formation de colonnes lumineuses. Il est plausible que ce phénomène ait pu se produire. À la fin de la vidéo de Kate Oman, lorsqu'elle se rapproche de la source lumineuse, le brasier s'éteint aussi inexplicablement qu'il était apparu. Le courant vient de sauter par là. Il fait tout noir. Quand Kate Oman tente d'obtenir des explications officielles à ce qui a pu arriver cette nuit-là, elle fait face à un mur. Personne ne s'exprime à ce sujet au niveau municipal. J'aimerais avoir une réponse. Tout de suite, de la viande coupée encore remuante. C'est encore vivant? Ça en a tout l'air. Mais comment c'est possible? Certains croient que c'est la preuve d'une vie après la mort. Les portes de la mort pourraient s'ouvrir. Ou s'agit-il d'une expérience des plus obscures réalisée par des scientifiques? C'est comme si Frankenstein avait ouvert une boucherie. Province de Liaoning, dans le nord-est de la Chine. Cette région, autrefois isolée, est devenue, grâce à l'essor industriel et technologique, une grosse métropole qui compte aujourd'hui plus de 43 millions d'habitants. Le 10 décembre 2017, en fin de soirée, toute la ville s'apprête à se mettre au fourneau. Quand un habitant découvre sa tranche de bœuf en train de remuer. J'ai jamais rien vu d'aussi dégoûtant. Si j'avais vu ça, je me serais enfui. Cette viande gesticulante laisse les scientifiques perplexes. L'animal est clairement mort et pourtant la viande bouge encore. On dirait vraiment un film d'horreur. Qu'est-ce qui provoque ces mouvements? L'anthropologue Deborah Hyde examine les images. Cette chair tressaillante lui rappelle une légende connue dans le monde entier. La révolte des morts-vivants. L'idée que la chair puisse avoir une sorte de vie surnaturelle après l'expérience de la mort est répandue dans la plupart des folklores. Les morts vivants reviennent alors qu'ils devraient être sous terre. On se rassure en se disant qu'il y a une frontière nette entre la vie et la mort. Mais les archives montrent que ce n'est pas toujours vrai. Des cercueils exhumés des 18e et 19e siècles ont été découverts avec des traces de griffures à l'intérieur. Et on répertorie encore de nos jours des cas où la mort est annoncée trop prématurément. La frontière entre la vie et la mort peut être vraiment floue. Des gens ont été déclarés morts dans le monde entier et plusieurs heures ou même plusieurs jours après, ils se sont réveillés et ont fait l'expérience de cette renaissance miraculeuse et effrayante. En 2014, dans le Mississippi, un homme de 78 ans est transporté dans une maison funéraire. Le sac contenant son corps se met à bouger et on le retrouve vivant et remuant à l'intérieur. En janvier 2018, un prisonnier espagnol est déclaré mort et emmené à la morgue. Quelques heures plus tard, on entend des ronflements venant d'une des chambres mortuaires et le cadavre se réveille comme si de rien n'était.
Autrefois, on aurait appelé ça de la magie, mais le biologiste Greg Sulgit a étudié les explications scientifiques à ce phénomène. Une personne peut parfois sembler morte parce que son cœur s'est arrêté, par exemple. Elle est morte sur le plan physique. Mais tant que le cerveau fonctionne, on peut s'en servir pour faire redémarrer le cœur puis la ressusciter en quelque sorte. Mais les spécialistes ne comprennent pas comment un morceau de bœuf pourrait encore montrer de tels signes de vie. C'est très étrange et inquiétant, car on n'a pas l'habitude de voir un morceau de viande bouger alors qu'il n'a ni poumon, ni cœur, ni système sanguin. Donc aucun moyen de se nourrir par lui-même. Le journaliste scientifique Jeff Wise analyse les images du steak qui s'agite. Il est persuadé que la chair continue de bouger grâce à un moyen technologique. Ces mouvements sont l'œuvre de l'homme. On dirait qu'on essaie de réanimer ce steak. La réanimation de chair morte semble être un procédé tout droit sorti de Frankenstein. Frankenstein, c'est de la fiction, mais c'est inspiré de faits scientifiques survenus à la même époque. Certaines personnes se servaient de piles pour choquer par exemple des cuisses de grenouille que l'on avait séparées du corps de l'animal pour les faire remuer. On avait alors créé les premiers monstres Frankenstein. Ces expériences ont continué pour redonner vie à des membres d'animaux morts. Dans les années 50, le scientifique soviétique Vladimir Demikov a fait l'horrible expérience de greffer des têtes et des pattes avant de chiens sur un autre chien, en reliant l'apport sanguin des animaux pour les maintenir en vie. Le résultat a été surprenant, car certaines têtes ont survécu sur leur nouveau corps pendant 29 jours. Sergio Canavero est aujourd'hui surnommé le docteur Frankenstein des temps modernes. Il a réussi à greffer des têtes de rats sur d'autres en relançant leur cerveau grâce à des chocs électriques. Mais est-ce que ce morceau de viande bouge à cause de sinistres expériences scientifiques? Ça en a tout l'air. On dirait un morceau de viande activé grâce à de l'électricité. Les images sont envoyées à Connor McCourt, ancien analyste vidéo au sein de la police. Il cherche des indices montrant que c'est grâce à de l'électricité que ce bœuf remue de manière surnaturelle. On essaie de trouver sur ces images quelque chose qui serait capable de stimuler ce morceau de viande. Mais cette hypothèse est vite remise en question quand on regarde la vidéo en détail. On ne distingue aucun câble électrique et la viande est posée sur du bois qui n'est pas conducteur d'électricité. Je crois que la viande bouge toute seule. La neuroscientifique Jade Lovell observe les images. Elle est attentive aux voix qu'on entend parler sur la vidéo et découvre ainsi de nouveaux indices déterminants. Regardez le morceau de viande que je viens d'acheter. Jade Lovell suppose que si cette viande vient d'être achetée, elle est encore extrêmement fraîche. Pour elle, ce qui semble impossible pourrait être vrai. Cette viande est mort-vivante, tout comme un zombie. Il est possible que l'animal lui-même soit mort, mais qu'il continue de remuer après sa mort. Ça fait trop peur. Les jeudis, gardez l'œil et l'esprit ouvert. On commence à admettre qu'il se passe peut-être réellement des choses étranges. C'est la fiction qui devient réalité. J'ai voulu trouver une explication, en vain. Nous ne sommes pas seuls. Les gouvernements nous cachent la vérité sur des tas de sujets. Ce genre de vidéo me donne des palpitations cardiaques. Les jeudis paranormaux, dès le 22 juin, 20h, à Canal D. Dans une cuisine en Chine, une tranche de viande gigote comme si elle était vivante. Des spécialistes émettent l'hypothèse que la chair continue de vivre indépendamment de l'animal, un véritable exemple de mort-vivant. Quand on tue un animal, son activité cérébrale s'arrête, mais les cellules à l'intérieur des muscles de l'animal sont toujours vivantes pendant plusieurs minutes. Il s'agit d'un effet constaté à maintes reprises dans le monde naturel. Ce crotale bouge après qu'on l'a décapité et qu'on lui a enlevé la peau. Au Japon, au restaurant, on met parfois en scène ce phénomène. Des calamars fraîchement tués, plongés dans de la sauce soja, peuvent ainsi être pris de spasmes. C'est le chlorure de sodium de la sauce soja qu'ils versent dessus qui stimule les fibres nerveuses des muscles. Ceux-ci se contractent et bougent. Des rapports post-mortem font état d'humains capables de bouger après leur mort. L'énergie restante dans les cellules commande aux nerfs des muscles de s'activer et fait alors bouger un cadavre. On appelle ça des spasmes musculaires cadavériques ou post-mortem.
Les spécialistes pensent donc que si le steak a récemment été découpé, tout comme un cadavre, ces spasmes post-mortem sont les dernières étincelles de la vie qui est en train de quitter son corps. Ça doit être de la viande qui vient tout juste d'être découpée. Ce morceau de viande nous laisse croire qu'il existe une vie après la mort, ou tout du moins pendant quelques étranges minutes. J'ai entendu parler de steak saignant ou de steak bleu, mais des steaks encore vivants, c'est un peu exagéré. C'est forcément un peu perturbant, mais au moins, on sait que c'est de la viande fraîche. Tout de suite, des images de vidéosurveillance montrent une écolière sortir d'un magasin et être projetée au sol la tête la première. Et boum! Une attaque apparemment sortie de nulle part. Il doit y avoir quelque chose qu'on ne voit pas. Dans un pays où l'on vénère les morts, est-ce que des esprits maléfiques s'en prennent à des passants dans la rue? Elle est comme frappée par une force surnaturelle. Puebla, au Mexique. Plus de 90% de la population est croyante et fervente catholique. Les Mexicains prient Dieu et craignent le diable. Mardi 28 novembre 2017. Une caméra de vidéosurveillance scrute les rues de la ville. Les habitants de Puebla vaquent à leurs occupations quotidiennes. Une jeune fille sort d'un magasin et puis tout à coup... C'est dingue! Une violence qui semble sortie de nulle part. Cet agresseur invisible choque et déconcerte les scientifiques. Elle retombe par terre comme une poupée de chiffon. Une force physique entre en jeu. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Quelle force a projeté cette fille au sol? D'où vient-elle? La vidéo est envoyée au biologiste Greg Sulgit. Waouh! La façon dont elle vole subitement semble presque surnaturelle. Une sorte d'esprit frappeur l'attrape et la projette. Ça vaut le coup de s'y intéresser. L'anthropologue Deborah Hyde a étudié les croyances et les superstitions dans cette partie du Mexique. Certains croient au fait d'être possédés. Selon eux, la ville de Puebla est le théâtre d'une activité démoniaque responsable de nombreux incidents terribles. En regardant cette attaque surprise, Deborah Hyde se dit que beaucoup ont dû avoir peur que cette écolière soit sous l'emprise d'un esprit frappeur. Cette petite fille projetée à terre pourrait avoir été victime d'une puissance démoniaque, sûrement l'œuvre de forces obscures. Connor McCourt, ancien analyste vidéo au sein de la police, examine l'accident image par image. Pour lui, la force maléfique derrière tout ça serait plutôt une balle perdue. Je suis un sergent de police à la retraite et j'ai examiné plusieurs milliers de vidéos de fusillades. En voyant ça, je me dis que la jeune fille a pu être touchée par une balle. Dans la ville de Puebla, au Mexique, un mystérieux incident touche une écolière. Elle se retrouve plaquée au sol par une force invisible. Certains croient qu'elle a été frappée par un démon, mais d'autres pensent qu'on lui a peut-être tiré dessus. On la voit être soulevée. Ça pourrait être caractéristique d'un projectile non autopropulsé qui l'atteint à la tête. À cause des rivalités entre gangs, des fusillades ont lieu en pleine rue dans cette région. Et les civils se transforment souvent en victimes collatérales. Les gangs au Mexique sont connus pour être extrêmement violents. C'est le degré supérieur par rapport aux gangs qui sévissent aux États-Unis. La police fait état d'un niveau de violence très élevé. Le 5 juillet 2017, une fusillade opposant des cartels de la drogue éclate dans les rues de Chihuahua, dans le nord du Mexique. Les deux camps sont équipés d'armes lourdes. La fusillade dure 2 heures et fait 14 morts. Au Mexique, de nos jours, le bilan des victimes s'alourdit ainsi presque quotidiennement. Rien que l'an dernier, 30 000 personnes ont été tuées au Mexique en lien direct avec le trafic de drogue ou les rivalités entre gangs. Ce sont les statistiques officielles. On ne connaît pas le nombre exact. Lindsay Moran craint que la jeune fille ait été la victime de ces fusillades en série perpétrées par les gangs.
Cette innocente écolière peut avoir été la victime de la violence fortuite, qui fait partie de la vie quotidienne des Mexicains. Le spécialiste militaire Carlo Muñoz analyse les images à la recherche de preuves d'une fusillade. Ça, je ne l'avais pas vu venir. Mais quand on y regarde de plus près, il manque tout de même quelque chose. Il n'y a pas de sang. Si cette fille avait été touchée par balle, on aurait vu une situation plus chaotique que ce qu'on voit là. Aucun coup de feu n'a été tiré. Il s'agit d'autre chose. L'analyste Connor McCourt regarde à nouveau la vidéo à la recherche d'indices. Il utilise un logiciel pour agrandir les images de vidéosurveillance. Et sur la vidéo agrandie, il fait une découverte capitale. Juste ici, derrière le véhicule, on voit un petit reflet l'espace d'un instant. J'ai voulu voir ce que c'était. C'est juste avant que l'écolière soit projetée au sol. Connor McCourt se concentre sur le reflet. Je me suis rendu compte que c'était un câble. Je me suis concentré sur ce câble et sur sa trajectoire. Quand on suit le câble sur la vidéo, on voit qu'il atterrit en plein sur la gorge de la fillette. J'ai pu voir que le câble s'est enroulé autour de la gorge de la jeune fille et l'a plaqué au sol. En analysant de nouveau la vidéo, Connor McCourt remarque que le câble tombe vers le bas, puis il est traîné dans la rue par un camion. Il pense alors à un terrible accident. Les câbles pendaient de part et d'autre de la rue. Le camion se prend dans l'un d'eux, le tire jusqu'au bout de la rue et entraîne avec lui la jeune fille. Il la saisit au cou pour ensuite la plaquer au sol, tandis qu'on voit le camion disparaître de l'écran. L'écolière a manqué de chance et a été mêlée malgré elle à cette suite d'incidents. Mais heureusement, elle ne s'en sort pas trop mal car elle n'est blessée que très légèrement. Elle est prise au cou par un câble et tombe directement sur la tête. Ça aurait pu lui être fatal. Elle a beaucoup de chance d'être en vie. Tout ça nous rappelle que dans une ville animée, le danger peut venir de tous les coins de rue. Ça peut venir de partout. Tout de suite, dans les égouts de Denver, l'apparition d'un horrible phénomène des plus gluants. C'est un monstre sous la ville. Les spécialistes restent perplexes. Est-ce que c'est une créature jusqu'alors méconnue du monde scientifique? Que se passerait-il si une telle chose sortait des profondeurs souterraines? Les égouts nous relient les uns aux autres. Qu'est-il possible de faire? Ce monstre peut-il remonter à la surface? Mars 2008 à Denver, dans le Colorado. Les caméras de vidéosurveillance filment les rues tranquilles et les habitants se prélassent sous le soleil printanier, sans se douter qu'un monstre erre seulement 2 mètres en dessous d'eux. Dans une rue résidentielle, les employés du réseau d'assainissement envoient une caméra téléguidée dans le noir pour effectuer une inspection habituelle du système des égouts long de 3 km. La caméra s'infiltre dans les différents conduits. Au début, tout semble normal, mais arrivé à un moment, une forme étrange apparaît dans l'obscurité. Les ouvriers du réseau informent la conseillère municipale Heather Burke de cette mystérieuse découverte. Ça a une apparence rebutante et effrayante, une sorte de monstre des profondeurs. En enquêtant de plus près, ils découvrent une espèce de verre dégoûtant qui bouge. C'est bizarre. C'est très bizarre. Cette forme est l'incarnation de nos pires cauchemars. On s'est demandé ce que c'était, bien sûr, et comment l'arrêter. Heather Burke envoie les images à des spécialistes, dans l'espoir de découvrir ce qui se cache derrière. C'est dégoûtant. Ça bouge. Et ça vit sous terre. Quel est ce monstre qui vit sous les rues de la ville? Les vendredis, basculer du côté sombre de l'humanité. Je suis prêt à aller en prison. Il a pris son arme. Tout le monde a perdu. Il normalisait les abus sur les enfants. Reste-t-il encore des preuves? Marie-Josée a été lâchement assassinée. Il avait beaucoup de pouvoir et il s'en servait. Les vendredis policiers, dès le 23 juin 20h, à Canal D.
Dans les égouts de Denver, dans le Colorado, un monstre ressemblant à un ver gluant se déplace dans les profondeurs. Dans les égouts, on a des conditions très particulières. On n'a rien de comparable sur Terre. Est-ce qu'on a affaire ici à une créature jamais vue auparavant? Les intestins de nos villes nourrissent souvent le côté obscur de notre imagination. Les films hollywoodiens nous font croire depuis toujours que c'est très effrayant, comme dans le film Ça, où un clown vit dans les égouts. Il y a toutefois une part de vérité dans ces histoires pétrifiantes. À Téhéran, en Iran, après une inondation, des rats aussi gros que des petits chiens sont sortis des égouts et ont semé la panique parmi les habitants. Ils étaient si terrifiants que l'armée a dû faire appel à un tireur embusqué pour les éliminer. Connor McCourt, analyste vidéo, passe les images au peigne fin pour trouver des indices pouvant révéler la nature de cette créature. Mais quand il examine ça de plus près, il se rend compte que rien ne peut aider à identifier cette bête étrange, car elle n'a ni bouche, ni œil, ni oreille. On n'arrive pas à distinguer grand-chose ici. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas une créature? Le journaliste scientifique Jeff Wise fouille dans les archives à la recherche de découvertes similaires survenues dans des égouts. Il tombe alors sur des descriptions venues du monde entier d'une créature dégoûtante qui n'en est pas vraiment une, mais qui s'apparente plutôt à un monstre à tête multiple composé de centaines d'organismes, une masse de vers et de maladies mortelles retenue par un gros tas de poils et de graisse rampant. On trouve des déclarations dans le monde entier de techniciens d'assainissement qui se sont retrouvés nez à nez dans les égouts avec ces accumulations de restants de graisse qu'on appelle des fatbergs. New York, Dublin et Melbourne ont toutes trois dû faire face à ces tas de gras grandissant à vue d'œil. Jeff Wise nous apprend que c'est à Londres qu'on a découvert le plus monstrueux d'entre eux. On raconte qu'on est tombé sur un flatberg si gros qu'il aurait pu faire couler le Titanic. Il pesait 130 tonnes. Encore plus lourd qu'une baleine bleue et d'une envergure de 250 mètres, l'équivalent de 2 terrains de foot mis bout à bout. En fait, c'est une espèce d'incarnation de tout ce qu'il y a de plus infect, solidifié en un tas visqueux et nervureux. C'est la chose la plus répugnante qu'on puisse imaginer. À l'intérieur du gras, on a retrouvé des œufs de mouche, des vers et des bactéries mortelles de type Escherichia coli, salmonelle et leptospirose, une infection qui peut entraîner une insuffisance cardiaque ou rénale. Les chercheurs sont remontés à l'origine de la graisse, à la surface. Il s'avère que cet énorme fatberg se situe sous une partie de la ville où l'on trouve plein de restaurants qui jetaient tous leurs résidus de graisse directement dans les canalisations. Voilà pourquoi c'est si gros. Heather Burke a enquêté sur les bâtiments situés au-dessus de cet égout et a fini par trouver le coupable. Le propriétaire a jeté de la graisse chaude directement dans l'évier depuis des années. Donc elle a refroidi, s'est solidifiée et est devenue cette masse informe dégoûtante. Tout comme le fatberg de Londres, la répugnante découverte de Denver est une bête à plusieurs têtes, une masse vivante faite d'organismes et de bactéries mortelles. Les fatbergs qui ne sont pas détectés peuvent devenir gigantesques. C'est quelque chose qu'on espère ne plus jamais revoir dans nos systèmes d'égouts. On estime que les fatbergs sont en augmentation sous nos pieds, donc ce monstre des profondeurs est amené à réapparaître. Les fatbergs sont une menace car ils pourraient s'emparer de notre monde souterrain. Tout de suite, une explosion. Puis, peu de temps après, une invasion de glace. On dirait un tsunami au ralenti, qui pourrait bien tout écraser sur son passage. Les forces armées sont-elles capables de transformer les icebergs en véritables béliers? Est-ce que la Russie a délibérément provoqué cette explosion de glace? Semey, au Kazakhstan, une ville universitaire sur la rivière Irtych, tout près de la frontière russe. Le 29 mars 2018, étudiants et riverains tentent de se maintenir au chaud.
en cette journée glaciale. Les routes et les champs sont donc déserts. Et tout à coup, une rivière gelée explose. Cette explosion est d'une ampleur considérable. L'explosion génère une onde de choc destructrice jusque dans les habitations. On entend des gens crier et on voit des gens blessés. Et puis il y a des décombres partout. Il y a certainement une explication logique à ce que l'on voit sur la vidéo. I wanna rock and roll all night. Les samedis, mettez-vous en mode rock and roll. L'alcool, la drogue, le côté pitre de la classe, c'est ce qui me résumait bien. Le voir jouer au tennis, ça devait être comme un spectacle de rock. Il y avait beaucoup d'excitation dans l'air. J'avais carrément l'impression d'être au paradis. C'était un vrai cirque avec lui. Les samedis rock and roll, dès le 24 juin 20h, à Canal D. Dans une ville universitaire kazakh proche de la frontière russe, une rivière gelée jaillit soudain. Et tout à coup, boum! L'explosion fait voler en éclats les vitres et engendre la panique. Et puis la déflagration laisse place à une onde de choc sous forme de glace. La glace se brise en de gigantesques blocs qui atteignent les berges de la rivière. C'est terrifiant. Cette explosion libère une force naturelle monstrueuse qui s'empare du mur de glace et le recrache sur le rivage. Mais qu'est-ce que c'est que ça, bon sang? La vidéo est envoyée à des experts militaires pour être analysée. Et lorsqu'ils étudient la puissance de l'explosion et les dégâts qu'elle engendre, ils croient voir les signes d'une attaque planifiée. J'ai tout de suite pensé à une espèce d'exercice ou d'opération militaire. La densité et la couleur du nuage font penser à des engins explosifs, à ce qu'on peut voir s'élever au-dessus d'un champ de bataille. Quand on prend en considération la situation géographique du phénomène, on pense tout de suite à un suspect capable de déclencher une puissance de tir militaire, la Russie. Le Kazakhstan fait partie des anciennes républiques soviétiques. C'est une région sur laquelle la Russie aimerait à nouveau étendre ses prétentions impérialistes. Les habitants de cette ville kazakh ont eu affaire à la force militaire russe par le passé. Semey a ainsi été le théâtre des essais nucléaires soviétiques au XXe siècle. 456 explosions atomiques qui ont eu lieu pendant plus de 40 ans. C'est l'endroit sur lequel on a lancé le plus de bombes atomiques au monde. Les radiations issues des essais continuent d'affecter la plupart des 300 000 habitants de Semey. Donc pour les riverains, cette nouvelle explosion est synonyme de peur. On est en droit de se demander si Moscou est en train de démontrer à nouveau sa force militaire. Le tsunami de glace fait craindre aux spécialistes une tentative russe d'expérimenter une toute nouvelle sorte de guerre. La Russie a-t-elle délibérément provoqué cette explosion de glace afin de transformer la nature en arme et ainsi causer des destructions considérables sans que l'armée ait à tirer le moindre coup de feu? L'énergie dévastatrice de la nature a déjà été exploitée par des puissances militaires par le passé. Première guerre mondiale dans les Alpes, l'armée italienne lance d'énormes rochers depuis les falaises et réussit à écraser les troupes autrichiennes plus bas. Seconde guerre mondiale, des bombardiers britanniques prennent pour cible les barrages nazis en Allemagne et libèrent un torrent qui inonde les villes et les réserves de munitions en aval. Et en 2012, à la frontière indo-pakistanaise, une avalanche détruit une base militaire pakistanaise et tue 140 personnes. Les médias pakistanais prétendent que les forces indiennes ont déclenché l'avalanche à coups d'explosifs. Si la Russie fait exploser des rivières gelées pour en faire une arme naturelle, cela constitue une force supplémentaire imparable dans leur arsenal. C'est une remarquable stratégie d'utiliser la nature comme arme et de transformer la glace en une puissance destructrice. Mais lorsque le spécialiste militaire Carlo Muñoz enquête sur une possible action militaire russe, il découvre que ce type de catastrophe n'est survenu qu'une seule fois. On n'a répertorié aucune autre explosion ou action militaire du même genre, que ce soit de la part de la Russie, en guise d'avertissement, ou bien d'un tout autre ennemi.
Le journaliste scientifique Dave Farina met alors la main sur des documents dans lesquels le gouvernement kazakh reconnaît sa responsabilité dans l'explosion dévastatrice. Les autorités ont déclaré avoir voulu briser la glace qui paralysait la rivière. Quand une rivière gèle entièrement, il n'y a pas grand-chose à faire à part utiliser des explosifs. De nombreux pays aux hivers glaciaux emploient cette méthode pour dégager des cours d'eau. Mais on n'avait encore jamais vu d'explosion similaire provoquant de tels dégâts. Le chimiste Kishore Hari pense que les images sont révélatrices d'une erreur catastrophique. À chaque fois qu'on a recours à une explosion, il y a toujours des risques. Ces explosions peuvent être très dangereuses selon la manière dont la glace se brise. Kishore Hari pense que l'erreur des Kazakhs a été de placer les explosifs à la surface de la glace, alors qu'il aurait fallu les positionner en dessous. On a l'impression que l'explosion a lieu au-dessus de la glace parce que ça la propulse en l'air. Au lieu de casser la glace par-dessous, la force explosive a poussé la glace vers l'extérieur, en direction des berges. C'est pour ça que l'effet a été ressenti jusque dans les habitations et a fait exploser les vitres. Pour les spécialistes, il s'agit d'une tentative maladroite de la part du gouvernement kazakh de fendre la glace de la rivière. Les riverains espèrent que dans les années à venir, les autorités auront retenu la leçon. Étant donné les dégâts à l'intérieur des habitations, il y a dû avoir des blessés. C'est fou.